Bonjour tout le monde. Merci de votre présence pour ce troisième et dernier jour du 49e colloque FCU à l'Université de Tours. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Gaillard de Vilaine, qui fait partie du CA et du bureau du FCU et qui est directrice formation professionnelle et alternance à l'Université de Toulon. Et Anne-Marie Hinault, chargée de mission formation tout au long de la vie auprès de la DGSIP, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce matin, nous allons faire un focus sur la charte pour un accompagnement responsable et de qualité des apprentis des établissements d'enseignement supérieur. Alors, je sais que dans la salle, il y a des gens qui la connaissent déjà très bien, d'autres un peu moins. Donc, on va essayer de s'adresser à tout le monde, aux deux catégories. Donc c'est une charte qui émane directement de la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de bien présenter la charte, de voir comment elle est mise en œuvre ou comment elle peut être mise en œuvre. Il y aura des échanges avec la salle d'ailleurs par rapport à ça. C'est important pour nous. Et puis comment elle se positionne, cette charte, par rapport aux critères de qualité des organismes du privé notamment. Sachant qu'elle s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, évidemment, qui est non contraignante. Donc je vais laisser la parole à Anne-Marie et à Laurence. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc on a été présenté, et pour certains d'entre vous, vous m'avez déjà vu présenter la charte dans différentes instances. Donc on le sait très bien, certains d'entre vous, vous l'avez dit Laurent, l'ont déjà lu, déjà consulté, même commencé à l'appliquer dans leurs établissements, et puis d'autres la découvrent. Donc dans un premier temps, l'objectif, c'est de revenir sur sa genèse, ses objectifs, ses enjeux, et ensuite de vous amener aussi à intervenir assez rapidement pour que ce soit interactif et pas descendant. Alors, très clairement, on en a parlé hier, la très forte croissance de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur depuis 2020 a amené à un double constat. Certes, on peut se réjouir de cet essor. Les établissements se sont effectivement emparés de cette possibilité d'ouvrir des formations en apprentissage. Mais le ministère partage avec toutes et tous, c'est-à-dire tous les acteurs de l'écosystème de l'apprentissage, une préoccupation majeure, à savoir la garantie de la qualité des formations. Et c'est dans cette optique, et en complément des travaux qui ont été menés avec la DGFP sur l'utilisation du label Calliope, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, que le ministère a souhaité engager une dynamique d'amélioration continue du suivi des apprentis en termes de pédagogie et de suivi de leur parcours. Donc vous voyez qu'on se distingue ici de Calliope. On est sur pédagogie et suivi de parcours. J'attends peut-être que tout le monde s'installe. Non ? Bon. La charte, elle repose sur un engagement, on en reparlera tout à l'heure, dans une dynamique d'amélioration continue, et elle a été publiée et présentée lors d'un événement qui a eu lieu au ministère, et certains et certaines d'entre vous y étaient, j'ai reconnu des visages, donc le 24 octobre 2023. Cette charte, elle a aussi un autre objectif, ça veut dire des objectifs au pluriel, on comprend bien, c'est le renforcement du dialogue entre les quatre parties prenantes de cette charte, les établissements, CFA lorsqu'ils sont hors les murs, employeurs et apprentis. Très rapidement, rappel de la genèse. Il s'agit d'un travail de co-construction. On a eu plusieurs sphères d'association. Donc, c'est d'abord le travail d'un GT. 15 personnes, on était 15 personnes. DGSIP donc, a convié des représentants d'apprentis, de CFA, de services de formation continue apprentissage, enseignants-chercheurs, représentants d'entreprises, OPCO et également un expert de l'AMU qui est parmi nous aujourd'hui. Ce groupe a rédigé une version 1
qui a été validée par Anne-Sophie Barthès, notre directrice générale, en juin. Et ensuite, elle a été présentée auprès des différents réseaux et conférences de l'enseignement supérieur, à savoir l'ANAF, c'est donc pour les... Là, il s'agit de l'Association nationale des apprentis de France, FU, FCU, ADIUT, IAE France, CDFI, CGE, C2FM et également ANASUP pour les CFA hors les murs. Ensuite, elle a été également présentée auprès des opérateurs chargés de l'évaluation dans les établissements, HERS, CTI, CEFDG. Et une fois que tout le monde a lu, amendé, demandé un certain nombre de précisions, parce que c'est souvent sur des précisions, hein, on est en termes de terminologie, et une fois que tout le monde a pu intervenir, cette charte a été donc publiée et diffusée. C'est donc un travail de co-construction. Il ne s'agit pas d'un document émanant de la DGSIP, tout simplement. Donc j'ai mis aussi celles et ceux qui ont été consultés, les employeurs, donc les 11 OPCO ont été consultés, les branches professionnelles, bien entendu, je n'ai pas pu consulter les 250 branches, mais une partie d'entre elles. Et on est d'accord, puisque lorsqu'on parle d'apprentissage, on a aussi un acteur indispensable dans nos relations et dans nos échanges, c'est le ministère du Travail. Donc on a eu des échanges avec le DGEFP et France Compétences. Pour revenir sur les principes et les enjeux, j'ai tout à l'heure parlé de logique d'amélioration continue. Et vous l'avez dit, c'est une charte qu'on appelle non contraignante, parce qu'elle n'indique pas, en tout cas, elle n'a pas pour objectif de signer ou de faire signer le ministère, l'ensemble des établissements, l'ensemble des CFA, l'ensemble des apprentis, l'ensemble des employeurs, parce qu'en fait, ça ne peut pas fonctionner, hein, voilà, tout simplement. En revanche, dans l'engagement, il y a le mot engagement et responsabilisation de toutes les parties prenantes. Et on verra justement comment on peut s'engager les uns les autres dans cette démarche d'amélioration continue. Le document ne se substitue pas au référentiel déjà existant. En revanche, il s'en inspire, il s'appuie dessus. D'accord. L'objectif, c'est d'avoir une garantie, on va voir justement après, de la trajectoire de la qualité, on va voir ce qu'on entend par trajectoire de la qualité, pour assurer voilà, un suivi de qualité des apprentis, quel que soit l'établissement. La charte, vous l'avez dû la recevoir sur WhatsApp, le WhatsApp du groupe, comporte un texte pivot qui précise les valeurs sur lesquelles les parties prenantes s'appuient. Et ensuite, et c'est là qu'on aura peut-être plus d'éléments de discussion, une annexe avec un certain nombre d'items. Donc, on a des actions d'accompagnement. Ah, il n'y a plus rien là. C'est normal ? Je me vois, c'est très très frustrant là. On peut avoir le PowerPoint s'il vous plaît ? Merci. Alors, non, je n'ai pas encore eu ça, donc c'est intéressant. Donc, je reprends le support opérationnel, cette annexe, qui va permettre à l'ensemble des établissements de s'adapter aux différents moments de développement de l'apprentissage. Nous savons toutes et tous que certains établissements ont une histoire de l'apprentissage, 30 ans d'apprentissage dans les établissements, d'autres ouvrent depuis peu, ou des composantes plutôt, ouvrent depuis peu des formations en apprentissage. L'objectif, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver, et surtout retrouver un socle. Un socle, ça c'est important. Un socle avec les attendus minimaux, et puis également une cible la plus haute qui correspond aux objectifs que les uns et les autres peuvent se donner pour vraiment assurer le parcours de qualité de l'apprenti. Il y a des postes d'accompagnement, on en reparlera tout à l'heure, pilotage de la formation, accompagnement pré-contractualisation, suivi des apprentis pendant la formation et suivi des apprentis post-formation. Bonjour à tous. Alors, on a essayé de... Non. Pourtant, il m'a dit... Si, c'est bon. Voilà. Parce qu'on m'avait dit de rien toucher. Alors, j'ai rien touché. Donc, ce qui était intéressant, en fait, c'était d'avoir tous ces acteurs autour de la table
Et en fait, d'identifier tout simplement toutes les étapes. Alors, il y a des étapes qui sont plus dans nos établissements, il y a des étapes qui vont être au niveau de l'entreprise. Et là, c'était vraiment de voir comment on travaillait. Et c'était riche parce que, par exemple, certains OPCO ne savaient pas que dans les établissements, on avait une fiche mission et qu'on vérifiait les missions qui étaient données à nos apprentis. Que dans certains établissements, il pouvait y avoir jusqu'à 3 à 4 visites sur une année. Puis il y avait des établissements qui en faisaient 1 ou 2. Voilà, on a tous en fait une organisation qui peut être différente, mais en fait on respecte déjà le cadre réglementaire, mais surtout on s'engage un peu plus. Voilà, je pense que ça a été aussi une découverte pour les OPCO, une découverte aussi pour certaines branches professionnelles qui ne sont pas toujours sympathiques avec nous. Et voilà, c'était vraiment intéressant. Moi, où je me positionne, c'est aussi, je pense que cette charte, elle a de la valeur aussi par rapport aux établissements privés qui nous challengent quelquefois, qui ne sont pas toujours, et on l'a vu dans certains reportages, très bons. Et nous, c'est vraiment des valeurs qu'on veut défendre. Et c'est aussi une mise en avant parce qu'on a du mal aussi, nous, à communiquer sur ce qu'on fait. Donc pour moi, le positionnement, il est là. Donc on a identifié toutes les étapes, que ce soit en amont du contrat, sur l'orientation, bien sûr, la recherche d'entreprise, la mise en œuvre du contrat. Pendant, avec tout le volet formation, pédagogie, le suivi, et puis à l'issue de la formation jusqu'à la diplomation. Et l'objectif majeur de tout ça, c'est quand même l'insertion professionnelle. Voilà. Donc on a tout identifié. Alors, on a aussi identifié 4 parties prenantes, et ça, on peut voir aussi les différences entre nos établissements. Pour certains d'entre nous, il y a un CFA interne, et puis pour d'autres, le CFA est externe. Donc, on a identifié ces 4 parties, et ces 4 parties, c'est vraiment l'image de notre université. L'apprenti, bien sûr, est au cœur de tout ça, mais il n'y a pas que le CFA, surtout s'il est externe. L'université reste aussi un acteur majeur. Donc, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure de manière un peu rapide et introductive, la trajectoire de la qualité, elle est là pour sécuriser les parcours d'apprentissage, et on va faire un zoom rapide sur quelques éléments de cette trajectoire, de cette annexe qui est le support opérationnel sur lequel vous pourrez vous appuyer si vous le souhaitez, avec les postes d'accompagnement que j'ai annoncés et que je vais reprendre les uns après les autres. Et je rappelle, il y a pour chaque périmètre un socle, valeur minimale d'engagement, une cible, exigence la plus haute, et des jalons à co-construire. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ne sont pas dans la charte. Il faut les co-construire. Ça, c'est important. Il y a une prise en main des uns et des autres qui a à prendre en considération. Donc, je ne vais pas faire, bien sûr, je ne vais pas aller sur chaque page de l'annexe, mais ça vous donne une petite idée. On a ici, donc, première possibilité, donc, le poste d'accompagnement, pilotage de la formation. Voilà. Alors moi, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est plutôt, en fait, moi, les indicateurs que je vais avoir derrière ces différents postes, en fait. Là, on est sur le pilotage de la formation. Alors, à l'Université de Toulon, on est certifié ISO 9001 sur le périmètre apprentissage. Donc, on a des indicateurs, et ces indicateurs, ça peut être soit des indicateurs de résultats, soit des indicateurs de performance. Donc, moi, au niveau de mon pilotage, je vais être sur, cette année, est-ce que j'ai ouvert toutes mes formations en alternance ? Et puis, d'une année sur l'autre, j'en ouvre donc régulièrement de nouvelles. Donc, pour moi, ça va être le nombre de formations ouvertes en alternance. J'ai aussi le taux de réalisation de la formation. Alors, le taux de réalisation de la formation, c'est assez simple, c'est est-ce que j'ai fait la totalité de mes heures ?
Eh ben non, on les fait jamais totalement. Mais à un moment, il faut qu'on se dise à quel moment c'est dangereux. Si j'ai fait 80% de mes heures, alors 80% c'est pas mal, mais en fait il en manque quand même beaucoup, quoi. Voilà, donc je vais vraiment piloter et j'ai des indicateurs que je vais suivre annuellement et il y en a que je vais suivre par semestre. Et le taux de réalisation de la formation se fait un point au mois de janvier. Et on informe tous les enseignants. Attention, il vous manque déjà ces heures-là, il va falloir les repositionner. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais être aussi sur le taux global d'absence. Est-ce que j'ai beaucoup d'absence dans cette formation ? Parce que ça aussi, c'est un indicateur intéressant. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que la formation, elle n'est pas très intéressante ? Voilà, donc c'est aussi un taux qu'on va suivre. Le taux de visite en entreprise, ça, et nous, on tend à être au minima à 90-95% taux de visite. Mais on va demander aussi aux enseignants s'ils n'arrivent pas à faire la visite. Pourquoi ? Il y a des entreprises qui ne leur répondent jamais. On ne fera pas la visite, quoi. Voilà. Bien sûr, après, on va sur les taux de satisfaction, que ce soit des alternants ou des maîtres d'apprentissage. Moi, je vérifie aussi 2 taux, le taux de rupture et le taux d'abandon. Alors, le taux de rupture, c'est bien sûr les jeunes ou les entreprises qui vont rompre les contrats, mais du coup, l'alternant, il va retrouver un contrat. Et puis après, j'ai mon taux d'abandon. Mon taux d'abandon, bien sûr, le jeune sort de la formation. On a fait ces 2 taux parce qu'avec l'aide qui a été donnée aux entreprises, on a quand même pas mal d'entreprises qui n'étaient pas super. Et du coup, voilà. On avait un taux de rupture qui était vraiment très impressionnant. Et là, on s'est dit, mais non, ils trouvent derrière. Donc, c'est pas, il me faut un taux d'abandon et un taux de rupture. Après, ce taux de rupture qui s'était énormément développé il y a 2 ans, on l'a beaucoup réduit en accompagnant les entreprises et en leur disant que quand ils prennent un jeune, il faut qu'ils aient à minima 6 mois de trésorerie. Parce que les aides, ils les auront qu'en janvier-février. Et en fait, le taux d'abandon, il était lié à cette trésorerie, parce qu'ils avaient pris un jeune et ils pensaient avoir les aides tout de suite. Voilà comment, en termes d'indicateurs, comment je vais piloter la formation en alternance. Ensuite, si on prend le poste suivant, je vais regarder un petit peu ce qui se passe au niveau communication et je vais regarder le nombre de participations aux événements de mon service. Alors, ça va être les différents salons. Est-ce que moi, je fais de l'événement à destination, que ça peut être des alternants, mais aussi des entreprises. Cette année, on a fait, et c'est une enseignante qui nous l'a proposé, on a fait une conférence sur l'IA et on a invité les tuteurs entreprises et on a fait ça autour d'une galette. Voilà, on essaye aussi de faire un petit peu des événements comme ça pour faire venir aussi les entreprises à l'université. On va être sur le taux de remplissage des formations aussi. On va mesurer aussi le nombre d'actions qu'on a envers les tuteurs, envers les MAP, envers les candidats. Et puis là, je vais reprendre aussi mon taux de satisfaction des alternants et des MAP. Sur mon enquête, en fait, je vais poser différentes questions. Je fais une seule enquête, mais les résultats, ils vont me servir en termes de pilotage sur différentes choses. Ça peut être sur le volet pédagogique, mais par exemple, on leur pose la question, est-ce que vous avez été bien accompagné pour la mise en place de votre contrat ? Donc moi, ces indicateurs-là, ça me donne des infos sur mon service alternance. On va leur poser aussi des questions sur le matériel. Est-ce que le matériel, en fait, il était de bonne qualité ? Et là, on s'est rendu compte qu'on avait des réponses négatives, et notamment sur les formations tertiaires qui n'utilisent pas de matériel. Mais en fait, ils nous mettaient non parce qu'ils n'avaient pas de réponse à apporter. Et là, du coup, sur notre prochain questionnaire de satisfaction, cette question-là,
on leur demande est-ce que vous utilisez un matériel spécifique? S'ils répondent non, eh bien, ils passent à la question suivante. Par contre, s'ils répondent oui, on va aller un petit peu plus loin sur le matériel. Voilà, on essaye de faire évoluer les informations aussi que l'on nous transmet. Si je passe après aux étapes suivantes, bien sûr, on va utiliser le taux d'insertion professionnelle, on n'en a pas parlé. Mais là, je vais essayer vraiment d'être un peu plus pointue et je ne vais pas le regarder de manière globale. Je vais plutôt le regarder par niveau. Le taux d'insertion professionnelle en but, il y a de la poursuite d'études derrière, donc il n'est pas forcément... il est en dessous de 70%. Du coup, ce n'est pas celui que je vais communiquer sur le site internet pour Calliope, quoi. Je vais plutôt prendre celui des masters, qui est plutôt à 85%. Voilà, donc on regarde aussi, on va analyser nos taux d'insertion par rapport à ça. Après, si je regarde des buts qui sont sur l'industrie, le taux d'insertion professionnelle, il est plus important. Alors que dans le cadre du secteur tertiaire, eh bien, il y a plus de poursuites d'études. Voilà. Donc, je vais essayer vraiment d'analyser les choses. Je regarde aussi en termes d'indicateurs le nombre d'entreprises partenaires. Est-ce que c'est quelque chose qui évolue? J'essaye de savoir aussi si j'ai un partenaire qui me prend plusieurs alternants. Voilà. Mais en fait, tous ces indicateurs-là, ils me servent aussi pour Calliope. Parce qu'à un moment, même si Calliope ne nous demande pas forcément la mise en place de processus, eh bien, tous ces indicateurs de pilotage, ces indicateurs de résultats, en fait, ils me servent aussi dans mes échanges avec les différents auditeurs. Voilà, moi, j'ai vraiment essayé de ne pas faire quelque chose en plus. Parce que si je fais quelque chose en plus, je ne vais pas y arriver. C'est plutôt d'essayer de voir, par rapport au projet de cette charte, comment je peux m'adapter et puis surtout à quoi elle va me servir. Dans le cadre des échanges qu'on a avec les auditeurs pour Calliope, ou moi, dans le cadre de l'ISO, je dois montrer que je suis mes alternants. Eh bien, en fait, ça, c'est hyper intéressant, quoi. J'ai plus grand-chose à prouver si je leur montre ce que je fais. Alors, l'idée, on en a échangé avec à la Fayol sur FCA Manager, c'est aussi d'essayer d'avoir ces indicateurs de pilotage, d'avoir un tableau de bord pour justement qu'on trouve un certain nombre d'indicateurs plus facilement pour vous, sans que vous alliez encore aller les calculer. Voilà. Alors, c'est sûr que le taux d'insertion professionnelle, on ne va pas aller le chercher dans FCA Manager puisqu'on le calcule de manière différente dans nos établissements. La réussite, la diplomation, c'est pareil. On a Apogée, on ne va pas aller le chercher dans FCA Manager. Par contre, avec Alain, quand je lui en ai parlé, je lui ai dit, moi, mon taux de réalisation de la formation, il est hyper intéressant, quoi. Est-ce que je pourrais aller le chercher dans FCA Manager? Il me dit, oui, la donnée, on l'a. On sait, on a noté le nombre d'heures prévisionnelles. Et si on est marge, on sait le nombre d'heures qui a été réalisé. Voilà, donc c'est essayer de travailler là-dessus. Et du coup, dans le cadre du séminaire qu'on organisera au mois de novembre, on fera un atelier avec vous sur ce tableau de bord qu'on pourra chercher dans FCA Manager. Voilà. Petite pub. Non, la pause pub. Le lancement, donc j'en ai parlé tout à l'heure, a eu lieu au mois d'octobre dernier. Et tous les participants, certains sont ici, c'est sur plusieurs tables rondes, tous les participants ont bien, en effet, repéré que cette charte était un outil de pilotage des politiques de développement de l'apprentissage, de la qualité des établissements, des formations, comme tu viens de le dire. Et j'ai mis un petit coup de pub parce que j'ai mis quelques phrases clés que j'ai entendues. Voilà. Et donc, bien sûr, l'objectif, c'est pas de les lire, c'est juste de vous dire que maintenant qu'on a fait une première présentation du cadre et des mises en œuvre possibles, et avant d'aller plus loin, on aimerait bien échanger avec vous. Alors, soit il s'agit de questions, ou de commentaires. On a déjà une question ici. Merci Jean-Philippe.
Bonjour, Françoise Levézu du CFA des Universités Centre-Val de Loire. Pour abonder de la présentation qui a été faite, donc j'étais dans le groupe de travail, je dois dire que cette charte a le mérite, a plusieurs mérites. A le mérite de poser clairement la base, le minimum qu'on a tous intérêt à faire et surtout nous donner des perspectives d'excellence. Donc premièrement. Deuxièmement, cette charte, moi je l'ai présentée aux deux présidents d'universités de Tours et d'Orléans et ils en ont convenu que c'était un bon repérage, un bon repère, de bons repères et que ça rentre dans notre convention tripartite. Et on va se donner aussi un temps d'échange avec l'ensemble des responsables de formation pour déterminer quels seraient les jalons d'excellence que l'on veut atteindre pour 2028, parce qu'on a une stratégie sur 2028. Donc il ne s'agit pas d'arriver avec cette charte et de dire d'un seul coup, voilà, il faut faire ceci, cela. Non, c'est ensemble, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui est atteignable ou pas, en complément de ce qui vient d'être exposé en bonne pratique, on va dire. Nous, par rapport justement à la question de la satisfaction, l'objet de la satisfaction, c'est pas de faire, pour nous en tout cas, un point une fois que les choses sont passées. Donc on met en place des baromètres d'écoute auprès des apprentis, recruteurs et MA tout au long de l'année, de façon à ce que derrière, on puisse prendre contact quand on identifie un point de friction ou quelque chose d'insatisfaisant, de façon à revenir vers le client. Et rien que de revenir vers lui en cours d'année et non pas de laisser les choses aller et finalement ne plus pouvoir faire quelque chose, puisqu'une fois que l'enquête est après le parcours, je dirais que la relation de fidélisation entreprise, elle est plus difficile à rattraper. Donc ça, on a mis ça au point. Et un autre point, c'est justement pour les buts. Maintenant, nous, on sort non pas le taux d'insertion professionnelle, mais le taux d'insertion en emploi. Donc, ça veut dire que on précise ceux qui avaient qui ont le désir d'être en emploi, eh bien, leur taux de réussite au bout de 6 mois. Et ça change tout parce qu'en fait, l'insertion pro, nous, on avait questionné les entreprises pour savoir ce qu'ils entendaient par insertion pro. Et pour eux, l'insertion pro, c'est je suis rentré en entreprise. Donc ils étaient là en train de dire le taux, il est voilà. Donc le taux en insertion en emploi a plus de réalité, en fait, de compréhension pour l'extérieur. Voilà, c'est deux petits points. Mais voilà, ce travail est très intéressant aussi pour les parties prenantes, c'est-à-dire notamment, comme tu l'as souligné, auprès des OPCO. Parce qu'on a les entreprises, mais on a aussi les OPCO comme interlocuteurs. Donc, comme on l'a vu, il y a maintenant aussi du contrôle, de l'égalité qui va être lancé, comme nous l'a bien reprécisé France hier en atelier. Je pense que ça a le mérite de s'appuyer et leur montrer qu'on est bien dans un chemin d'amélioration continue. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Nous, ce qui nous intéresserait, excusez-moi, c'est de savoir comment vous avez déjà commencé à... Je sais que certains m'en ont parlé, mais ce serait mieux qu'on le fasse là de manière collégiale. Comment vous avez commencé à vous emparer dans vos établissements de cette charte ? Plusieurs m'ont dit qu'ils avaient eu des expériences. Je ne sais pas, ils sont encore dans la salle ou ils sont réussis à se lever ce matin. Je ne sais pas. C'était hier soir. Alors j'ai dit, pendant la soirée de gala, je ne pouvais pas prendre des notes, mais non, tout le monde n'est pas là. Voilà. Parce qu'il y avait eu je sais qu'il y a des expérimentations. Intégration dans justement le conventionnement d'un... Ah, voilà. Ok, super. Merci. Bonjour, Caroline Mo, Université de Lille. Et donc effectivement, on avait échangé avec Anne-Marie. On réfléchit à la mise en place d'une charte pour chaque responsable de formation
qui souhaiterait ouvrir sa formation en apprentissage pour que l'ensemble de l'équipe pédagogique prenne bien conscience des enjeux et que c'est pas simplement quelque chose qu'on fait à la légère, que ça doit être réfléchi. Et donc pour vraiment faire peser cette responsabilité aussi sur toute l'équipe pédagogique, du coup de la décliner au niveau de chaque formation. Donc c'est la charte intégrée dans une charte. C'est ça. Et dans peut-être le cadre de conventionnement avec, par exemple, un nouveau partenaire, un nouveau CFA hors les murs, est-ce que l'idée a pu émerger de présenter cette charte parce que lorsqu'on a un nouveau partenaire, un nouveau CFA, c'est peut-être l'occasion de mettre des bases, d'éclaircir un certain nombre de points. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont eu cette occasion récemment ou vont le faire. Non ? À l'Université de Lille, le renouvellement de la convention avec notre CFA a coïncidé à peu près avec la date du mois d'octobre. Et donc du coup, dans l'annexe où on précise les engagements de chaque partie, on s'est inspiré du coup de la charte. On n'a pas fait un travail en profondeur parce que c'était très rapide, il fallait que ce soit prêt pour début décembre. Mais du coup, on a déjà intégré quelques éléments dans le cadre du renouvellement de ce conventionnement. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse échanger. Même si vous n'avez pas encore découvert la charte, peut-être que ça vous suggère des idées. Bonjour. Pour avoir travaillé un petit peu à l'élaboration de cette charte et puis pour entendre les parties avec qui on l'a co-construite, comme Anne-Marie vient de l'indiquer, cette charte, elle montre comment l'université, l'enseignement supérieur, peut être un moteur pour un apprentissage de qualité, et ça, quel que soit le niveau de formation. Donc c'est vraiment important. C'est un outil, quand on l'a construit, qu'on a voulu très pratique. Donc quand on rapproche ces éléments, moteur pour l'apprentissage, symbole que ce qu'on fait dans l'enseignement supérieur, c'est vraiment de la qualité, ça participe à l'ascenseur social, à l'insertion professionnelle de qualité, c'est-à-dire de qualité, ça veut dire qu'on est en rapport avec l'emploi et en rapport avec la formation et le diplôme obtenu, plein d'éléments qui sont durables aussi. Ben, ça veut dire qu'il faut que chacun puisse s'en saisir. Et donc, on a ici des collègues qui sont en contact direct avec le terrain. C'est vraiment important que vous soyez des courroies de transmission. Je pense que on est à l'articulation, à la cheville, avec les chevilles ouvrières de l'apprentissage. Donc c'est un endroit où il faut être en déclinaison de la charte sur le terrain, avec les maîtres d'apprentissage, comment ils vont pouvoir mesurer cette trajectoire d'amélioration continue et comment, dans les conseils de perfectionnement, l'outil charte va être, comme Laurence a exposé, pris en compte pour qu'on puisse mesurer des indicateurs, être sur une trajectoire d'amélioration continue. C'est à nous tous de jouer. Après, on ne peut pas dire on n'est pas capable de montrer que dans l'apprentissage on fait des choses bien. Ben, si, avec des outils comme ça, on peut très concrètement montrer qu'on fait des choses très bien. Je vais reprendre le PowerPoint si c'est possible. Après. Merci. Nous, à Lyon, donc, on s'est emparé de la charte au sein du CFA. On l'a fait voter en CFVU. On a organisé plusieurs visios pour sensibiliser nos responsables pédagogiques.
Je ne vous donnerai pas le nombre de participants. Donc ma question, c'est une question ouverte et c'est toujours la même. Hein. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine et je pose toujours cette question. Comment sensibiliser nos responsables pédagogiques? Comment les mobiliser quand nous, on est conscient de l'importance de la qualité du suivi? Comment les mobiliser autour d'un beau projet? Parce que c'est effectivement un très beau projet. Et merci pour le boulot. Donc effectivement, outils d'information, de sensibilisation aux enjeux de la qualité qui nous touchent toutes et tous et sur lesquels on a un gros travail de communication, si je ne me trompe pas, à faire. Parce que la qualité, elle est là dans les universités, je n'en doute pas, mais il faut la faire valoir. Elle est méconnue. Elle est méconnue. On arrive un peu plus à mobiliser nos enseignants, en fait, grâce à l'ISO. J'arriverai peut-être pas à expliquer pourquoi. On a des réunions spécifiques à l'ISO, on appelle ça la réunion de rentrée. On en fait 3 dans l'année et en fait on arrive à avoir plus de monde sur ces réunions-là. Notamment, en fait, les directeurs sont un peu plus impliqués puisque c'est de l'ISO. Au niveau de l'IUT, on sensibilise beaucoup les directeurs de département et on se déplace aussi dans les conseils de composantes. Voilà. Alors c'est beaucoup de travail en fait et on essaye aussi d'être présent dans les conseils de perfectionnement. Surtout en fait ma chargée de mission qualité. Et en fait, elle arrive à avoir un lien avec les responsables pédagogiques parce qu'en fait, elle va leur apporter de la donnée. Tout ce qui est bien la satisfaction, tout ce qui est taux d'insertion professionnelle, c'est aussi des données dont on a besoin dans le cadre de la HERS. Elle leur a fait une maquette de PowerPoint à présenter au conseil de perfectionnement. Et en fait, c'est tous des outils dont ils vont se servir aussi pour la HERS. Voilà, donc on rentre par la petite porte. C'est pas parfait parce qu'il y en a, ça fonctionne pas. Souvent, on se positionne sur ce qui fonctionne pas. Je pense qu'il faudrait aussi regarder ce qui fonctionne. Et avec certains enseignants, ça se passe super bien. C'est hyper intéressant. Ils vont même nous demander de rajouter une question sur la satisfaction parce qu'il y a une donnée qui les intéresse. Voilà, je pense qu'il faut peut-être juste voir ce qui marche. Et puis, bon, il y en a, on n'y arrivera pas. Et puis, c'est comme ça, quoi. Mais il y a plein de choses qui fonctionnent bien quand même. J'avais une question, une remarque par rapport à votre remarque. C'était les moyens d'accompagnement, on en a un petit peu parlé. Mais en fait, comment ça va se passer? Parce qu'inévitablement, la mise en place et le suivi d'une charte de ce niveau va nécessiter un temps de travail supplémentaire pour les équipes pédagogiques. Donc comment ça peut se financer? Comment ça peut s'organiser? Est-ce qu'il y a des enjeux financiers aussi? Moi, je le vois vraiment dans le cadre de leur conseil de perfectionnement, en fait. Pour moi, justement, si on leur donne du travail supplémentaire, ils en ont déjà pas mal. Nous, on sort de l'accréditation. Si vous leur en rajoutez, franchement, on va se faire fusiller, quoi. Voilà. Donc, non, on essaye plutôt de leur dire que, en fait, ça leur fait des choses en moins à faire. Voilà. C'est vraiment comme ça. Je veux dire, les enquêtes d'insertion professionnelle, ils sont obligés de les faire dans leur diplôme dans le cadre de la HERS. Nous, on les leur fait à leur place. On les fait à 6 mois, on les fait à 18 mois. Par contre, on a arrêté de faire celle à 30 mois puisque l'OVO l'a fait. Donc, ils arrivent à nous sortir nos alternants. Donc, c'est bon, en fait, on fait une enquête de mois maintenant. Voilà. Donc, on essaye aussi de se concentrer sur ce qui est important. On a pas mal fait évoluer nos questionnaires pour qu'ils soient moins longs, pour que ça soit plus rapide, parce qu'on sait qu'on a plus de réponses. Tout ce qui est satisfaction des alternants, on les fait à la fin de la formation. On demande à l'enseignant de nous bloquer 1 heure dans une salle informatique et en fait, on leur fait répondre en direct. Donc, on a plus de 90% de taux de réponse sur la satisfaction.
Mais si on leur envoie par mail, on sait qu'on aura 20-30%, quoi. Voilà. Donc on essaye vraiment d'intégrer en fait ce qui se passe dans la formation. Après, on est une petite université à Toulon. Quelquefois, il y a des choses qui sont plus faciles quand on est petit. La proximité, elle facilite aussi un certain nombre de choses. Vincent Beaulieu, Université de Poitiers. Demandez combien d'établissements à ce jour ont signé la charte et parmi eux combien d'établissements privés ou de grandes écoles, et est-ce qu'il est prévu à plus ou moins longue échéance de rendre cette charte contraignante et opposable? Alors, il n'y a pas de signature, comme je disais tout à l'heure, puisque la signature, elle se fait dans le cadre d'un conventionnement, d'une intégration dans un dispositif en interne. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc il n'y a pas de signature. En revanche, c'est bien parce qu'on va pouvoir parler de l'avenir de la charte. La charte, elle a une vie, elle est aujourd'hui étudiée. En tout cas, son suivi existe, puisqu'il y a un comité de suivi qui a été créé. Donc le 13 mars, on a eu la première plénière. Donc ça me permet d'enchaîner et je réponds à votre question. Et dans ce comité de suivi, il y a donc des représentants bien sûr de la DGSIP, des GEFP, France Compétences, mais l'ensemble des conférences de l'enseignement supérieur sont présents et nous faut remonter les enquêtes de terrain que les uns et les autres réalisent. Donc là, on a une réunion la semaine prochaine. Réunion plénière numéro 2, et on va avoir déjà des premiers résultats en termes de diffusion, d'impact dans les établissements. Alors, on n'aura pas de données chiffrées encore, à mon avis, très probantes, et on arrivera avec un deuxième moment de réflexion, d'enquête auprès des établissements, par FCU d'une part, FU, voilà, il y a tout le monde est intégré, la DIUT, la CGE, CDFM, voilà, chacun fait un travail de diffusion et également d'information, sensibilisation aux, bien sûr, enjeux de la qualité. Et je vais vous expliquer après ce qu'on a fait, voilà, ce sur quoi on a travaillé au moins pour cette première partie de l'année. Les objectifs de ce comité de suivi, c'est donc de mettre en place, ça c'est important, mettre en place un process et des indicateurs pour mesurer la diffusion de la charte et l'adhésion à cette charte. Donc voilà, il n'y a pas de signature, mais il y a quand même une adhésion au moins de principe. Et là, c'est ce qu'on essaye de mesurer. Donc on aura des résultats lorsque j'aurai eu l'ensemble des informations. On a une réunion plénière la semaine prochaine. Donc, j'ai un stagiaire à la DGSIP qui me fait des camemberts en ce moment. Donc je vais voir ce que ça donne cet après-midi quand je vais le retrouver à Paris. Mais c'est pas ça l'essentiel, hein, on est bien d'accord. Ensuite, on doit réfléchir à partir de la semaine prochaine justement sur le process et sur les indicateurs pour mesurer l'impact de cette charte. Donc là, je pense qu'on a quelques éléments qui ont été présentés par Laurence. Et si vous avez des idées, vous nous faire remonter, ce serait très très bien. Et on doit aussi identifier à la fois les freins qui peuvent être rencontrés dans la diffusion de la charte. Et voilà, on peut imaginer que ça va faire du travail en plus. On n'a pas les mains pour la mettre en œuvre, on n'a pas la ressource humaine. Voilà, ce type de retour. Et puis aussi les facilitateurs. Et là, on voit qu'il y a des facilitateurs parce qu'il y a déjà des dispositifs mis en place qui permettent de diffuser, d'intégrer les éléments de la charte. Bon, c'est ce qui nous intéresse. Et à la fin, ce comité de suivi souhaite proposer donc une feuille de route qui va permettre donc d'accompagner l'ensemble des parties prenantes avec la diffusion de bonnes pratiques, des pistes d'amélioration potentiellement de l'annexe si on voit qu'il manque des éléments. Par exemple, j'ai entendu taux d'insertion en emploi. Est-ce qu'il faut qu'on l'ajoute dans la charte? On en parlera, ce sera à débattre. Des éléments de ce type. Donc voilà, il n'y a pas de signature pour répondre à votre question, mais il y a des fédérations, des associations qui sont engagées. Voilà, ils ont des représentants qui sont engagés pour cette diffusion et la mesure de l'adhésion et la mesure de l'impact. On ne peut pas avoir une mesure d'impact au bout en quelques mois, on le sait bien. C'est un travail au long cours. Les résultats prendront du temps. Il faudra bien sûr renouveler ce comité de suivi, en tout cas le faire vivre encore quelques temps, à mon avis. Voilà. J'ai mis aussi, à titre d'information, que la charte elle est référencée dans une autre charte, qui est celle de la procédure nationale de préinscription sur Parcoursup.
pour les établissements qui ouvrent des formations en apprentissage. Voilà. Si on essaye de reprendre les grands points de cette charte, et puis bien sûr vous pourrez aussi intervenir, il n'y a pas de problème pour nous interrompre si nécessaire. 3 mots-clés: accompagnement, qualité et responsabilité. Et si on résume un peu ce qu'on a dit, je vois pas, je suis trop petite, on voit rien là, donc voilà. On est un peu petite, donc voilà. C'est la première amélioration quand on a des intervenantes qui sont petites. En fait, on voit pas du tout. Non, bah non. Donc, c'est une charte qui a su fédérer les acteurs de l'écosystème de l'apprentissage lors de sa rédaction. On a ici un certain nombre de membres du groupe de travail, et lors de son lancement. Il y a eu une vraie dynamique. Il ne faut pas la perdre, cette dynamique, il faut la maintenir. C'est un outil, à mon avis, au service de la qualité des formations, de l'apprentissage et de communication. Ça, c'est important, des établissements sur cet enjeu majeur. Le comité de suivi, je viens de vous le dire, est là pour mesurer la diffusion, l'impact de cette charte. C'est un document que l'on considère comme un document de référence qui nécessite bien sûr une diffusion et que dont chacun peut s'emparer pour garantir sa réelle appropriation à tous les niveaux, enseignants, responsables de formation, CFVU, enfin voilà, à tous les niveaux, toutes les instances. Et on souhaite toutes les deux, mais également je pense que c'est un vœu partagé avec le comité de suivi, on souhaite poursuivre aussi la réflexion autour de la pédagogie de l'alternance. Parce que le mot pédagogie d'alternance est bien indiqué dans la charte, mais il n'y a pas d'annexe pour expliquer tout ce qu'on peut mettre derrière, en termes déjà de définition et surtout de pratique. Donc il y a un travail également à faire sur cet objectif. Et je vous laisse aussi intervenir si vous souhaitez des précisions complémentaires. Oui, on a une question là, s'il vous plaît. Merci. Oui, moi j'ai juste un petit truc dans ma tête là en entendant cette histoire de taux d'insertion, du coup je ne peux m'empêcher de penser en fait à InserSup. Et du coup InserSup, quand on voit évidemment le fait que c'est c'est finalement un endroit dans lequel on lit des chiffres qui sont complètement imparfaits, parcellaires. Avec, je dirais, un enjeu derrière quand même qui est énorme, puisque derrière on est aussi en train de réguler par la qualité, y compris sur les certifications au répertoire. Donc il y a un vrai enjeu de fond. Et alors, comme InserSup étant totalement incomplet du fait qu'ils ne prennent pas plein de choses, notamment ils prennent pour avoir une certaine, surface critique en statistique, il faut un certain nombre dans les cohortes, et quand on les atteint pas, ça se voit pas dans les mentions, donc on n'y est pas. Donc on a l'impression qu'on n'y est pas, mais en fait on y est. Mais c'est juste pas visible. Il y a des insertions qui se voient pas parce qu'elles sont dans d'autres pays, qu'on n'a pas les mêmes systèmes, et que du coup, et donc blablabla. Donc ça veut dire que là, on a peut-être effectivement un vrai sujet, et pour le coup, cette charte pourrait être un peu ce pendant en termes de valorisation des pratiques des établissements, sur le volet très qualitatif justement, parce que ça ne se voit pas dans cette plateforme InserSup qui a quand même été un peu médiatisée, on le sait très bien, qui va revenir, et donc il y a probablement quelque chose autour de ça. Et puis en parallèle, les groupes côté ministère du Travail sur la DGEFP reprennent, et notamment il y en a un mardi sur la régulation de la qualité justement de l'apprentissage. Donc j'ai l'impression que ces sujets-là nous amènent, et ça fait rebond avec ce qu'a dit Laurence en préambule, c'est on fait plein de choses chouettes, super bien, mais sauf qu'en fait on n'a pas cette force de frappe, en tout cas peut-être pas encore massivement, sur cette visibilité. Donc peut-être que cette charte pourrait nous donner cette impulsion aussi pour partir dans une dynamique collective, pour valoriser ce qui est fait de bien et qui est factualisé, objectivé, et dont on pourrait se servir pour donner à voir
contre quelques-uns qui, en effet, viennent un petit peu nous chercher. Parfois, souvent même. Voilà, et assez récemment d'ailleurs, pour ceux qui suivent la presse régulièrement. Voilà, donc ce que je voulais partager. Il nous reste quelques minutes, 2 ou 3, pour une éventuelle dernière intervention. Et donc, je vous invite les uns, les unes, les autres à nous faire remonter, et surtout, pas moi directement, mais plutôt via Laurence qui est dans le comité de suivi, vos bonnes pratiques, les idées qui vous viennent à l'esprit, et les questions aussi, et potentiellement les freins que vous rencontrez dans la diffusion de cette charte. C'est une possibilité, il faut pas il faut la prendre en compte. Faire remonter les informations. On a un comité de suivi la semaine prochaine. Voilà, si vous avez quelques idées à faire remonter via la FCU, ensuite vers la DGZIP, ce serait une bonne occasion d'échanger après et d'améliorer nous aussi notre travail dans le cadre du comité de suivi qui lui aussi doit s'améliorer. On a un fil WhatsApp, si vous voulez le mettre sur le fil WhatsApp, moi je récupère tout, ça peut être plus pratique que de faire un mail. Voilà, n'hésitez pas. Je pense que c'est extrêmement intéressant, savoir ce qui se passe dans vos établissements. Et comme l'a très bien dit France, on ne sait pas toujours bien communiquer et je pense que c'est un outil qui peut nous permettre de montrer qui on est. Voilà. Et celles et ceux qui voudraient l'exemplaire papier. Alors, j'ai pas ramené ma petite valise avec tous les exemplaires. J'en ai quelques-uns. Vous pourrez les récupérer si vous le souhaitez. Merci de votre attention. Merci à vous. Merci à vous deux.